Bonjour à tous, les éditions techniques d'ingénieurs sont ravies de vous accueillir pour ce nouveau webinar. Alors avant de commencer, je tiens à vous rappeler que tous nos webinars sont enregistrés et disponibles ensuite gratuitement, vous le savez. Il suffit de cliquer sur l'onglet « Le magazine d'actualité » puis les conférences en ligne. Le replay sera en ligne d'ici quelques jours. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la cybermalveillance qui peut affecter les entreprises. Avec la transformation digitale, les menaces informatiques représentent un défi de taille pour les organisations. Alors quels sont les risques ? Quels vecteurs d'attaque sont les plus fréquemment utilisés? Comment se préparer et pourquoi faut-il se préparer? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Louis-Marc Pérez, directeur général adjoint d'Ixo, un éditeur de logiciels spécialisé dans la veille stratégique, l'investigation numérique et la cyberintelligence, et Jérôme Pupa, président de Sensor, qui est l'acronyme de sensibilisation aux enjeux de sûreté des organisations. Je vais laisser tout de suite la parole à Louis-Marc. Juste avant, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de la conférence dans la fenêtre dédiée sur votre panneau de contrôle et nos intervenants y répondront dès la fin de leur présentation, donc n'hésitez pas. Louis-Marc Pérez, c'est à vous. Merci Iris. Bonjour à tous. Je vais passer sur la présentation de la société, ça a été très bien fait. Donc du coup, sachez que les slides seront disponibles sur notre blog à l'adresse suivante. Vous pouvez simplement noter ixo.fr/blog et vous pourrez télécharger cette présentation. Cette présentation d'ailleurs est globalement organisée en deux grands chapitres. On va commencer par un constat illustré par toutes sortes de chiffres et d'exemples. Ensuite, nous parlerons, Jérôme et moi, plutôt de solutions, mais de solutions que l'on apportera en amont. Évidemment, on ne parlera pas de gestion de mots de passe ou de plan de reprise basé sur des sauvegardes qui ont été testées et vérifiées, parce que tout le monde fait ça de nos jours. Enfin, j'espère. Alors, pour commencer la présentation, on va parler de 2018, mais on va commencer un peu par 2019 et vous présenter des chiffres qui ont été donnés par Allianz sur leur baromètre des risques en 2019. Et il se trouve que pour la première fois, les cyberincidents sont au coude à coude sont arrivés au top des risques avec les pertes d'exploitation. Ces deux risques d'ailleurs étant de plus en plus liés, ce qui reflète l'ampleur de la menace que représente la dépendance croissante aux technologies numériques et les actes malveillants, alors des criminels, on va le voir après avec Jérôme, des États-nations. Selon cette analyse, les sinistres de l'industrie de l'assurance au cours des 5 dernières années, la perte moyenne pour un cyberincident dépasse maintenant 2 millions d'euros contre, et c'est là que c'est intéressant de voir cette donnée, contre 1,5 million d'euros en moyenne pour un incident ou une explosion. Donc ça veut dire que ces sinistres maintenant sont très importants, prégnants, et simplement pour information, justement on parlait de 2 millions d'euros en moyenne. Par contre, le problème qu'il y a eu avec Equifax et la brèche qu'il y a eu chez eux, le coût selon le Time Magazine serait de 4 milliards d'euros. Donc on va dire que, si vous me passez l'expression, la récréation est terminée. Les risques engendrés et je dirais la partie financière est maintenant très importante. Pour continuer sur ce constat, Jérôme, peut-être sur 2018. Merci Louis-Marc, merci et bonjour à tous. Sensor est un centre à la fois de sensibilisation, comme ça a été dit en ouverture de notre séance cet après-midi, centre de sensibilisation, centre de formation et d'accompagnement des organisations au sens large à la lutte contre les agressions malveillances. À Sensor, on s'occupe de la sûreté, on s'occupe des agressions et des menaces. On ne va pas s'occuper du risque industriel qui répond à la logique de sécurité. Je ne vais pas rentrer sur cette dichotomie aujourd'hui, parce qu'en plus en français on confond en général les deux termes, mais notre sujet, nous, est bien de nous occuper des enjeux de sûreté et de les remettre dans un contexte général. La cybermalveillance est l'un des paramètres de ces nouvelles menaces, pourrait-on dire. Vous avez quelques grandes tendances, on en a repéré quelques-unes, mais qui viennent illustrer
pour nous ce changement de paradigme sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et qui fait que les organisations ne vont plus pouvoir fonctionner de la même façon que ce que nous avons connu en quelque sorte jusqu'à présent. On voit, comme le disait Louis-Marc à l'instant, que les conséquences des vulnérabilités, des attaques, des malveillances cyber sont absolument prodigieuses. On a 8 entreprises sur 10 par exemple qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'une tentative de fraude, beaucoup cyber mais pas seulement. On voit que pour des grands opérateurs, pour eux ça représente un coût considérable. Vous avez l'exemple ici de ST Microelectronics qui a dû multiplier par 4 sur ces dernières années son budget de sûreté pour passer à 4 millions d'euros annuels, ce qui est quand même très significatif, pardon. Et puis, lorsque ces attaques se déroulent sur une surface ou sur une période un peu plus prolongée, on a un risque évident, avéré, réputationnel sur l'organisation. C'est-à-dire qu'on dépasse largement le cadre purement technique, industriel ou de la sûreté du processus de fabrication. Et assez vite, c'est l'ensemble de l'organisation qui est atteinte. On va parler beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Le propos que je tiens concerne aussi des organisations de type collectivité locale, de type hôpitaux, écoles, centres de formation, bref, toutes les sociétés qui constituent l'activité économique et le corps social. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte là aussi où on n'a pas un univers qui est complètement étanche, c'est-à-dire que ces nouvelles agressions, ce contexte de menace qui augmente, devient de plus en plus en interférence, avec des organisations criminelles ou pas seulement. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur du monde connecté, on a à peu près 1 habitant sur 2 aujourd'hui sur cette planète qui est connecté, soit par téléphonie mobile ou avec une connexion directe, ce qui est un phénomène en matière d'histoire de l'humanité sans précédent. On rentre dans une étape tout à fait nouvelle, probablement comparable à celui de la bascule qu'a représenté la diffusion de l'écriture de l'imprimerie, XVIe siècle. Mais si je prends dans ce contexte-là quelques ordres de grandeur, vous voyez que sur le commerce du bois, par exemple, on a 10 à 30% du commerce du bois qui est illicite. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune entreprise qui travaille dans ce secteur qui peut prétendre ne pas s'être approvisionnée un jour ou l'autre sur une filière illicite de bois. Ça pose un certain nombre de problèmes. On pourrait prendre cet exemple sur d'autres domaines d'activité. On a exactement les mêmes proportions sur la pêche en haute mer. Malheureusement, nous avons tous mangé du poisson récolté de manière illicite. Ce qui veut dire qu'en matière de contrefaçon aujourd'hui, on est dans un contexte, ce sont les chiffres du ministère de l'économie, on est dans un contexte où on va avoir d'ici, c'est demain, en 2020, la contrefaçon qui va représenter de façon générale près de 10% du commerce mondial. C'est-à-dire qu'on a des données statistiques aujourd'hui qui n'ont plus un caractère de fiabilité. Ces éléments généraux, ils nous permettent de comprendre comment on se situe dans ce contexte-là, et bien sûr, les cybermalveillances vont être au cœur de ce nouveau paradigme sur lequel, je l'ai dit il y a un instant, on reparlera dans quelques minutes. Louis-Marc, peut-être tu veux rajouter quelque chose sur ces sujets? Oui, j'avais un point notamment sur les pièces de maintenance, là, parce qu'on parle justement de fraude et de contrefaçon. Donc là aussi, c'est avéré que ce soit dans le monde aéronautique, plus particulièrement en fait aussi sur l'aéronautique et l'automobile, qu'il y a des contrefaçons assez fortes sur les pièces qui peut derrière engendrer des accidents ou des malfonctionnements, du mauvais fonctionnement des systèmes. Ouais, c'était juste ça sur ce point. On continue. Alors sur ce constat que l'on peut faire, il ne faut pas oublier en parallèle, et vous l'avez bien senti dans mon propos il y a un instant, que les atteintes classiques, on va dire hors de la sphère cyber qui nous intéresse cet après-midi, n'ont pas cessé. La presse s'en fait le relais de façon assez régulière, même si ce n'est pas une information que l'on a tous les matins, mais l'espionnage industriel n'a pas cessé, bien au contraire. Il augmente dans des proportions tout à fait remarquables. Il n'y a pas très longtemps encore en France, on a dû arrêter des agents de la DGSE qui travaillaient pour une puissance étrangère, pour la Chine, pour ne pas la nommer, puisque ça a été dévoilé par le ministère de la Défense. Donc ces sujets que l'on croyait classiques et puis datant plutôt de la guerre froide, sont encore bien présents. Les conséquences de ces situations, c'est que lorsque vous avez, comme le dit Louis-Marc, une pièce défaillante dans un système, ou lorsque vous avez une atteinte
sur un système d'information général, bien aujourd'hui on peut avoir des vies humaines qui sont mises en danger. Et ça c'est une donnée nouvelle en matière de cyber, c'est-à-dire que le cyber n'a pas seulement une conséquence en matière seulement numérique, mais on va avoir une atteinte qui va engager derrière la responsabilité pénale, par exemple, du mandataire social, de l'organisation, de la structure ou de l'entreprise. Il n'y a pas de secteur aujourd'hui qui peut prétendre être épargné ou dire moi je suis à l'abri, ça ne m'arrivera jamais. Je crois il faut avoir la lucidité de comprendre que tous les domaines d'activité sont concernés, notamment ceux qui fournissent une activité d'intérêt général, qui profitent à l'ensemble du secteur économique. On parle de l'énergie, des télécoms, du transport, de l'eau. Si demain matin à Paris, Lyon ou Bordeaux, à 6h30 du matin, toutes les pompes de relevage de l'eau douce sont bloquées, et bien à 8h nous avons des émeutes à l'entrée des supérettes pour aller se fournir en eau. Et ni les supérettes, ni les forces de l'ordre, ni les opérateurs d'eau aujourd'hui sont préparés à un événement qui va rajouter différentes couches de complexité sur ce qui n'est qu'une attaque qui va bloquer des systèmes de pompage. Donc je crois qu'on est dans un contexte qui fait qu'on a des conséquences qui sont largement disproportionnées par rapport aux enjeux de l'attaque elle-même au départ. Voilà, je crois ce qu'on peut dire sur ce contexte de la menace, et sur lequel on pourra peut-être revenir à plusieurs moments dans cet échange. On va continuer sur une étude qui a été faite récemment par Ernst & Young dans le domaine minier et puis oil and gas, on va dire, tout ce qui est prix du pétrole, et justement l'industrie pétrolière et gazière, vu je dirais la faiblesse persistante des prix du pétrole, incite cette industrie à adopter une numérisation de masse, ce qui accroît les enjeux de cybersécurité. Alors ils ont conduit pour Ernst & Young à mon avis une très très belle étude qui révèle certaines petites choses. Qu'est-ce que l'on apprend ici ? Que finalement les gens sont conscients d'où va venir le problème, ou ils sont conscients du problème. Ils sont conscients aussi qu'ils n'ont peut-être pas la réponse à tout, que leur système peut être dépassé. Ils sont aussi conscients qu'ils ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée qu'ils n'ont peut-être pas forcément à disposition et qu'ils n'arrivent pas à trouver. On sait très bien que vis-à-vis justement de l'Internet des objets, eh bien, on voit avec ce 17% qu'ils estiment qu'il est très probable qu'ils détecteraient une cyberattaque sophistiquée. Alors c'est très bien, ils sont optimistes, mais il n'y a que 17%, il en reste beaucoup d'autres, des pourcents. Et puis au final, et c'est ce qui nous a un peu finalement intrigués, c'est que si une industrie est attaquée et que finalement il semblerait qu'il n'y ait pas de préjudice à cette attaque, eh bien on ne toucherait pas aux dépenses et on n'investirait pas dans la cybersécurité ou dans des moyens de défense. Et ça, c'est quand même, c'est quand même un peu gros. Ça semble aujourd'hui un peu dépassé comme approche, car on sait que tout système, que ce soit des entreprises des OIV en France, sont régulièrement attaquées, testées pour voir par où on pourrait rentrer pour prendre le contrôle de certains automates ou autres. Donc cette étude est assez intéressante, elle est en ligne, vous retrouverez le lien dans les références de la présentation. Alors je crois que Louis-Marc a mis le doigt sur quelque chose de tout à fait essentiel, et on va pouvoir en reparler sur comment on peut faire pour se protéger, quelles sont les dispositions à prendre aujourd'hui, est-ce qu'il faut se protéger de tout et tout le temps, et on va voir que c'est pas aussi simple que ça. Alors, on va continuer quand même à se faire un peu peur. On va regarder d'un peu plus près ce qui pourrait nous arriver, ou en tout cas quelles sont les grandes attaques contre lesquelles on serait susceptible d'être exposé, ou bien sûr les opérateurs eux-mêmes seraient totalement dépassés. Alors on va dire c'est un peu de science-fiction, c'est de l'anticipation. Pas tout à fait. On est aujourd'hui, par exemple, pour les grands constructeurs aéronautiques, notamment Boeing et Airbus. Donc c'est assez intéressant d'aborder ces sujets au moment du salon du Bourget. Vous avez là sur la photo du haut des cabines
pas les plus récentes, mais les cabines de pilotage qu'on avait l'habitude de voir. Et juste en dessous, vous avez les cabines de pilotage des avions qui sont en train de sortir actuellement. Donc ça, c'est pas une vision du futur, hein, c'est les projections que Thales fait sur l'équipement des cockpits. Et vous vous apercevez que c'est en apparence à peine un peu plus compliqué qu'une voiture, une berline de haut de gamme chez un grand constructeur automobile. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, on a un système d'assistance à la navigation, en bon français le Flight Management System, qui est venu s'insérer et prendre en compte la quasi-totalité des phases de vol, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est déjà le cas pour un certain nombre de vols commerciaux, eh bien, le pilote ne pilote plus au décollage, il ne pilote plus beaucoup en vol et il pilote un petit peu à l'approche et à l'atterrissage si nécessité se fait sentir. Ce qui veut dire qu'on n'est pas très loin d'avoir demain des avions sans pilote. Il est clair que le pilote restera pour des questions psychologiques, mais que sur des approches techniques, on n'a plus besoin du pilote. Eh bien aujourd'hui, aussi bien Airbus que Boeing, et d'ailleurs sur ce sujet ils travaillent ensemble, ils ne sont pas en concurrence et on comprend pourquoi, ont chacun un département composé d'une trentaine d'ingénieurs de haut niveau, dont le métier est de répertorier toutes les attaques cyber qui se produisent dans le monde sur n'importe quel sujet, pas seulement sur de l'aéronautique, des attaques contre les centrales nucléaires, des attaques contre des banques, etc. Et de qualifier le niveau technologique de cette attaque. Et ils le comparent au niveau de robustesse de leur système de pilotage, leur flight management system, pour savoir quelle est l'avance technologique que l'un et l'autre ont sur leurs installations par rapport à ces attaques. Et le but est de garder le plus longtemps possible une avance avec un niveau de sécurité qu'il fixe à 5 ans. C'est-à-dire quand on descend en dessous de 5 ans, lorsque des attaques ne sont qu'à 4 ans, voire 3 ans, j'espère qu'ils ne descendent jamais à ce niveau-là, mais lorsque des attaques sont à 3 ans de technologie, de leur propre technologie, alors ils remontent le niveau de leur complexité de système pour ne pas être vulnérables. Donc ils ne disent pas qu'ils sont inattaquables, ils disent simplement qu'ils ont 5 ans d'avance sur les attaques les plus sophistiquées. C'est ce qui fait dire, par exemple, au directeur général de l'ANSI récemment, et ça c'est une prise de position publique qui est assez intéressante à noter, c'est que le jour où le premier avion sera hacké en vol, eh bien il apparaît clairement que dans les heures qui suivent, tous les avions du monde seront cloués au sol. Et je pense que tous ceux qui sont là cet après-midi seront d'accord pour dire que nous serons, nous, les premiers à ne pas prendre l'avion le lendemain matin jusqu'à ce qu'on ait des garanties sérieuses de la part des constructeurs aéronautiques et des compagnies aériennes pour que les avions puissent redécoller. Donc ça sera quelques points dans la croissance mondiale de l'année où ça se produira, parce que pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, il n'y aura plus aucun avion qui décollera dans le monde. En tout cas, des avions commerciaux. Donc on comprend bien que, par cet exemple-là, j'ai pris un petit peu de temps pour en parler, eh bien on est véritablement dans ce nouveau paradigme de la sûreté, dans lequel le cyber tient une place essentielle. En quelque sorte, l'attaque du siècle, ce que disent les spécialistes, n'a pas encore eu lieu. L'attaque contre un système de relevage de l'eau douce, attaque contre des distributeurs de billets, etc. à grande échelle, on l'attend. Et ce jour-là, eh bien, on aura une véritable distorsion entre en quelque sorte, l'objet de l'attaque et les conséquences que l'attaque aura elle-même. Alors je continue un tout petit peu sur les transports et on va encore un tout petit peu se faire peur. Ensuite, promis, on va arrêter. Sur les transports maritimes. Alors, il y a une analogie certaine entre le transport maritime et tout ce qui est flotte aéro et avion, puisque un navire, c'est une particularité, c'est un récit qui est complexe évidemment et qui est aussi relativement autonome. Et d'ailleurs, ça a été pendant longtemps sur la partie maritime, les gens se sont crus quelque part inattaquables parce que ils sont tout seuls sur l'eau. Enfin, c'est pas tout à fait vrai qu'ils sont tout seuls sur l'eau. Voilà, justement, c'est un récit très complexe avec des automates, des réseaux interconnectés qui sont aussi connectés à Internet via le satellite, entre autres. Ces réseaux interconnectés d'ailleurs sont faiblement étanches, c'est-à-dire qu'on peut rebondir de l'un à l'autre. On peut passer par exemple du réseau de l'équipage en Wi-Fi interne, pourquoi pas sur un système de contrôle de navigation. En 2018, on a eu des attaques par satellite qui ont permis en fait de rebondir à l'intérieur du bâtiment et de s'intéresser, de s'attaquer à tout ce qui est système de cartographie et de pilote automatique.
Donc voilà, on peut faire croire au tanker qu'il s'est décalé de quelques mètres. Quelques mètres pour un tanker qui met des dizaines de kilomètres à s'arrêter, ça peut être un peu embêtant. On a vu d'autres types d'attaques aussi qui sont assez intéressantes, en tout cas dans la mise en œuvre, parce qu'elles ont été relativement simples, et ça a généré une prise de conscience quand même au niveau des, je dirais des constructeurs et de toute la chaîne, tous les fournisseurs, puisque par une attaque satellite, un système de gestion, le système de gestion des moteurs qui est fabriqué, enfin il y a un leader là-dessus, qui va le commercialiser en marque blanche vers des sociétés comme Caterpillar et compagnie. En fait, l'attaque s'est propagée par une faille SSH, c'est un protocole d'accès à des consoles, avec un chiffrement faible et quasiment des mots de passe standards. Donc ça a été relativement facile pour pas de grande ingénierie à ce niveau-là pour faire quelque chose. Bon, alors il y a eu une prise de conscience et les choses sont en train de changer depuis déjà quelques mois et quand même depuis quelques années on parle de tankers, mais il y a aussi des yachts, il y a de super yachts et tout un ensemble d'objets navigants qui aujourd'hui se protègent de mieux en mieux. La prise de conscience là-dessus a bien fonctionné. Si ces navires et ces bâtiments font escale dans des ports, en 2018, il y a eu 3 victimes recensées en Chine, en Espagne et aux USA, aux États-Unis, pardon. Alors, ce sont des attaques avec des impacts plus faibles, donc c'était du ransomware pour la plupart, et le retour à la normale a été assez rapide parce que des procédures existaient et finalement l'impact a été faible. Alors si vous voyez quand même ce qui a été écrit à l'écran, on voit que l'attaque n'a pas affecté les opérations maritimes, c'est en anglais dans le deuxième paragraphe, mais quand même le système de réception et de distribution des cargos a pu quand même souffrir d'un certain retard. Donc malgré tous leurs efforts, ça a quand même joué sur l'aiguillage de ces tankers et de ces navires. Alors c'est une cible de choix, une cible de choix parce que lorsqu'un tanker il faut le savoir, va arriver dans un port et qu'il y a un problème dans un port et qu'il ne peut pas délivrer sa marchandise à temps, eh bien, il va au prochain port délivrer sa marchandise. C'est un peu comme, je dirais, le courrier et la poste. On vous laisse, si vous n'êtes pas là, on vous laisse un avis de passage et ce sera à vous de vous déplacer. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'il y a un problème sur la livraison de marchandises. Et les conséquences sont évidemment, se comptent en centaines de milliers de dollars, voire millions de dollars. Quand on passe justement au futur, qui est alors, on a déjà parlé, les avions décollent plus ou moins tout seuls, les bateaux se dirigent plus ou moins tout seuls aussi. On a un défi de taille qui nous attend pour les années prochaines pour à la fois se protéger, mais aussi pour anticiper. Alors c'est un peu l'objet de la présentation. On va terminer sur un slide, peut-être encore sur cette partie-là en tout cas, Jérôme. Oui, Louis-Marc. D'ailleurs, ce que tu dis est une tendance qui se confirme dans l'actualité la plus immédiate, puisque ce matin, je crois que certains d'entre vous ont dû le voir, Renault, Nissan et Google, à travers sa filiale sur le transport autonome, sur les véhicules autonomes, Waymo, ont passé un protocole d'accord pour mener un certain nombre de recherches en commun, permettant d'aboutir un jour, sans doute, aux véhicules autonomes. Donc on peut constater que ces sujets-là ont d'ores et déjà envahi notre quotidien et vont s'y inviter de plus en plus. Les conséquences de ces différents constats que l'on a pu mener, c'est que on a d'une part, en matière d'agression et de menaces, donc quand on parle de menaces, on parle bien d'un acte volontaire, donc il y a une volonté humaine qui est derrière une menace, contrairement au risque qui est un paramètre à caractère industriel, statistique. Eh bien, les conséquences de la caractéristique de ces agressions est qu'on assiste à une véritable sophistication des attaques. On a 2 processus qui sont maintenant utilisés de façon tout à fait simultanée. C'est d'une part l'ingénierie sociale,
c'est-à-dire à quel moment je suis en état de vulnérabilité dans mon comportement, dans mon rythme de vie, plutôt en début de semaine, plutôt quand je suis chez moi, etc., plutôt dans des moments de transit. Et on va avoir une ingénierie numérique qui, elle, va utiliser les technologies les plus avancées. Donc l'attaque peut être extrêmement sophistiquée, il ne s'agit pas simplement de s'en protéger de façon technique. Et puis deuxièmement, on va avoir une sophistication des organisations elles-mêmes qui mènent l'attaque. Je crois que le blogueur fou, le hacker fou au fin fond de la Corée du Nord, ou je ne sais quel autre pays, pour pas prendre de position politiquement incorrecte, eh bien ça n'existe plus, ou en tout cas s'il existe encore, il est totalement dépassé par des organisations qui peuvent être parfois, on le sait, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, parfois certains États, parfois certaines entreprises concurrentes d'autres, et qui vont se retrouver des deux côtés de la barrière. Personne n'est ni tout blanc ni tout noir maintenant dans cet univers-là, et on a les mêmes qui tantôt sont les agresseurs, et parfois pas les agressés, mais en tout cas du côté des agressés. Et puis le deuxième grande caractéristique que l'on peut voir, eh bien, c'est effectivement le gigantisme des agressions. C'est-à-dire qu'on vous en a parlé, donc là j'y reviens pas, mais les conséquences d'une attaque eh bien, peuvent être d'une ampleur sans précédent et qui dépassent les capacités de celui qui est atteint. Que ça soit ses capacités de riposte, que ça soit ses capacités d'assurance, de réassurance et de retour à la normale après une attaque. Bien sûr, on peut avoir des volumes financiers très conséquents en matière de captation. Aujourd'hui, les montants augmentent et quand nous sommes malheureusement l'objet d'une attaque, eh bien, il faut bien se dire qu'on n'est jamais le seul. Ces attaques se font toujours à grande échelle. Et c'est pour ça qu'on a aussi une ampleur des attaques qui est tout à fait considérable. Et bien souvent, on a des attaquants qui sont sans scrupules et qui vont mêler des cibles qui ne sont absolument pas en tant que telles ciblées par l'attaque, mais qui vont permettre d'atteindre in fine une cible, elle, bien identifiée au départ. Donc on peut se retrouver pris dans un nuage d'attaques sans être soi-même la cible, mais en subir les conséquences. Donc je crois qu'on a là les grandes caractéristiques contre lesquelles il va falloir essayer de se prémunir, et de plus en plus, on parle beaucoup d'attaques aujourd'hui, il va falloir parler d'ingérence, c'est-à-dire des vecteurs qui vont permettre de prendre la main sur ses propres systèmes d'information, sur ses propres systèmes de production, pour en faire autre chose, ou en tout cas pour les mettre à sa merci. Il ne s'agit plus simplement de les neutraliser ou de les obérer, mais de les utiliser à une fin autre que celle pour lesquelles elles sont utilisées par leurs opérateurs et leurs propriétaires. Voilà, je crois ce qu'on peut dire sur cette caractérisation de la menace aujourd'hui. Je voulais rajouter un point sur la sophistication des agressions, leur complexité. Juste un petit exemple, dans le monde bancaire, la Banque du Chili, je crois que c'était l'année dernière, oui c'est ça, en milieu d'année, donc une attaque très très bien pensée. En fait, il y avait deux attaques en une, et donc le principe c'était de bloquer 9000 ou 10 000 PC de cette Banque du Chili avec un verre. Donc on détourne l'attention, et pendant ce temps-là, il y a un deuxième outil qui va aller se connecter à Swift pour passer donc des ordres de virement interbancaires. Swift, c'est un protocole et une société aussi pour les virements interbancaires. Donc c'était un coût direct pour la banque de 10 millions d'euros à peu près, et la planification de cette agression a mis à peu près, puisqu'il y a eu du reverse engineering qui a été fait, et de la compréhension justement, de l'analyse, il a fallu à peu près 6 mois pour monter cette attaque. Donc c'était volontaire et mené par des criminels. Ok. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu avais dit tout à l'heure, Jérôme, sur la partie la notion, pardon, excusez-moi, la notion de temps, en fait, de temps et d'argent. En fait, toute la sécurité va être basée sur une notion de distance que l'on va mettre par rapport aux attaquants, en termes de technologie, évidemment. Si aujourd'hui, craquer une machine, ça prend 1 heure, eh bien, c'est peut-être pas assez long si cette machine est critique. Donc, évidemment, il faut les avoir identifiées, ces machines-là, et justement, c'est là qu'on va commencer à parler d'approche, d'outils et de solutions pour essayer de prendre cette avance, qui peut être à la fois technologique, mais on va la compter en temps, en fait, pour pouvoir, derrière, avoir suffisamment de temps
pourquoi pas éteindre les machines, passer sur un système dégradé, puisqu'on commence à en parler dans les industries, à un moment donné, de se dire, eh bien, si je n'ai plus de réseau, eh bien, je passe en mode dégradé, peut-être mécanique ou autre. Alors, comment on peut faire? Puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si on peut en réchapper. Après tout ce qu'on a dit, on peut penser que on va s'arrêter là, puis on va rentrer chez nous et prendre du Prozac. Non, je crois que plus sérieusement, il y a moyen de se protéger. Le pire n'est jamais certain. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer, et en tout cas vous faire partager notre conviction, c'est que eh bien c'est comme lorsque quelqu'un veut venir chez vous, s'il y a un chien dans le jardin, s'il y a un bon système d'alarme dans votre maison, et ben l'agresseur ira dans la maison la plus vulnérable. Pour ça, je dirais que les constantes restent les mêmes, même si les technologies ont fortement évolué. Alors, je crois que cette prise de conscience, aujourd'hui, on n'est plus tout à fait on n'est plus du tout même dans le même paradigme, mais ça, c'est un de nos plaidoyers, nous, chez Sensor, et que nous partageons totalement avec XO. Eh bien, c'est que cette prise de conscience, elle s'est vraiment produite, on va dire, dans nos pays, même si elle avait commencé il y a déjà quelques années, au cours des années 2000, et sans doute avec les attentats de 2015 en France. Lorsque vous voyez ici les déclarations d'un certain nombre de responsables, un ancien ministre de l'Intérieur, le directeur général de l'ANSSI, eh bien, ont voulu faire comprendre que le tout État que nous connaissons en France, notamment en matière de police et d'action des autorités régaliennes, n'est plus possible aujourd'hui. Il faut que les organisations, les citoyens, les responsables, les dirigeants, eh bien, s'emparent de la responsabilité qui leur incombe pour se protéger à leur niveau. Et ce sont des échanges que nous avons régulièrement avec les autorités publiques et qui nous disent aujourd'hui il faut absolument que chacun prenne sa part, ce qui est un petit peu compliqué parce que chez nous, en tout cas en partie, notamment en France, on est très régalien dans l'âme, c'est-à-dire que nous pensons que quand il y a un problème, mais que fait la police? Or, la police, eh bien, c'est la partie judiciarisable de l'attaque, de l'agression et des causes, des dégâts qui ont été provoqués. Et ce qu'il faut, c'est repousser le plus loin possible cette phase où on va devoir judiciariser les choses. C'est pour ça que nous disons, en quelque sorte, il y a une vingtaine d'années, on avait cette même réflexion sur les questions de l'environnement. L'environnement, on disait il y a 20 ans, hein, souvenez-vous, le président Chirac déclarait au sommet de Johannesburg en 2002, au sommet de la Terre, la maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était Nicolas Hulot qui lui avait soufflé ça avec pas mal de malice. Et il a fallu presque 20 ans pour savoir qui allait payer pour l'environnement, quelles étaient les réglementations qu'on allait mettre en place, etc., etc. Aujourd'hui, on fait tous notre tri sélectif. Tous les emballages sont prétendument tels recyclables. Et je crois que les questions se posent aujourd'hui de la même façon pour les enjeux de sûreté. Qui va payer? Comment on va se prémunir et surtout comment on va anticiper les choses, parce que l'attaque c'est un aspect, mais surtout le plus important c'est de pouvoir l'anticiper et vérifier si on est dans un espace de vulnérabilité. Je crois que c'est ça qui est le plus important, le plus essentiel pour arriver à se protéger et prendre les bonnes dispositions. Alors, par rapport à ça, bien nous, on a trois grandes intuitions, trois grands axes. Le premier, c'est que on ne peut pas être à même de gérer une crise, de gérer une défaillance profonde de ces systèmes d'information, de ces systèmes de production, si on ne s'est pas mis d'abord dans un contexte de vérification de sa vulnérabilité, d'anticipation de son exposition. Quel est l'état de la menace? On sait que la menace, elle est jamais linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, il y a des moments, il y a des cibles qui sont plus ou moins exposées. Et ça, il faut être capable de pouvoir le détecter. Ça, c'est les outils dont va parler Louis-Marc. Ensuite, il y a un deuxième leitmotiv que nous avons, c'est effectivement d'avoir une réflexion qui est plutôt celle, contrairement au maillon faible que nous avons le plus souvent en tête. Eh bien, nous considérons que c'est plutôt le concept de pierre d'angle qui est tout à fait fondamental. C'est-à-dire que vous pouvez admettre certaines vulnérabilités, vous pouvez admettre des attaques sur certaines parties de votre organisation ou de votre outil ou de vos équipes, sans que ce soit en capacité de nature à nuire à l'organisation complète. En revanche, il faut étudier le cœur de valeur de l'organisation, de l'entreprise, de l'hôpital, qui fait que si celui-là est attaqué,
alors à ce moment-là, eh bien, on se retrouve dans une exposition maximum. Et ça, c'est ce travail, que nous menons, c'est d'aider, d'accompagner. Bien souvent, les dirigeants savent quel est leur cœur de valeur, mais pour le protéger efficacement, de toute façon, on ne peut pas se protéger de tout. Les budgets seraient quasiment équivalents à celui de l'organisation elle-même, de façon générale. Donc, il faut définir ce cœur de valeur et voir comment, là où se trouve le cœur de chauffe de l'activité. Ça peut être quelquefois simplement un réseau commercial, ça peut être une équipe, une personne, ça peut être très différent selon les activités. Et puis le troisième point, c'est que le plus souvent, même quasi systématiquement, la faille et la ressource, c'est l'humain. C'est-à-dire que l'humain restera toujours une faille. In fine, ce sont des comportements que nous allons avoir à résoudre, à adapter, à renforcer. Et Louis-Marc parlait tout à l'heure du fonctionnement en mode dégradé. Eh bien nous portons aussi dans les organisations un message pour dire que ce n'est pas forcément la débauche de solutions techniques de très haut niveau. Quelquefois, il suffit simplement de s'équiper d'un bon coffre-fort ignifuge et suffisamment sécurisé, parce que c'est là que vous aurez vos sauvegardes qui ne seront pas attaquées et qui fait que vous pourrez reprendre l'activité le lundi parce que le vendredi, vous aurez été attaqué et incapable de pouvoir recommencer quoi que ce soit. Donc je crois que le fonctionnement en mode dégradé, pour des jeunes générations qui arrivent et qui sont nés maintenant quasiment avec un téléphone portable à la main, c'est un concept qui devient très difficile à appréhender. Et je crois que ça peut être tout à fait profitable, ça peut être tout à fait bénéfique pour une organisation que de se dire que le fonctionnement en mode dégradé est possible. Et c'est celui-là parfois qui permet de revenir à un état normal, un retour à la normale après la crise. Alors, avant d'arriver au mode dégradé, on va passer un peu à une partie anticipation. Et pour arriver à un bon degré d'anticipation sur l'état de la menace, la veille nous semble un passage obligé. Alors, si elle est un passage obligé, pour qu'elle soit efficace, il y a quelques règles à respecter. Comme on l'a vu, un système d'information, ça compte des milliers d'équipements qui peuvent être vulnérables, qui le sont en général, que ce soit des caméras, des imprimantes, évidemment des téléphones, des PC, des serveurs, etc., etc. Tous connectés en réseau, plus ou moins étanches, selon les industries et les entreprises. Donc l'idée, ça va être d'identifier l'impact métier ou le business impact, on le voit ici sur le schéma, là, si vous voyez ma souris, voilà, le business impact ici, le plus impactant, le plus fort, le plus dérangeant pour l'entreprise. Qu'est-ce qui aujourd'hui arrêterait votre entreprise? Alors évidemment, j'ai plus d'électricité, j'ai plus accès à telle salle, j'ai plus accès à mes machines se bloquent, je peux plus produire de voitures, etc., etc. En tout cas, je peux plus les assembler. Et donc on va remonter, on va se poser ces questions. La gestion des risques, en fait, va venir nous aider à prioriser sur ce qu'on appelle les assets, les matériaux que l'on va devoir protéger. Donc on va partir de l'impact business pour remonter à la fonction et pour ensuite arriver vraiment au système que l'on va devoir protéger. Et bien sûr, la partie veille, on va se focaliser sur ces éléments-là dont le risque est très élevé, et c'est pour ça que la gestion de risque en amont avec une veille combinée va vous permettre en fait d'avoir une meilleure vision, de pouvoir accéder assez simplement évidemment à des vulnérabilités qui auront été décrites, donc ça se trouve facilement, mais aussi de pouvoir apprendre vis-à-vis d'attaques qui ont été faites, pourquoi pas, sur des confrères, des concurrents, des fournisseurs, dans un domaine qui vous est proche ou où vous savez qu'il y a des systèmes qui vous sont proches, et donc on va pouvoir décortiquer la manière de faire, cette ingénierie qui a été mise en place pour voir si de notre côté, dans votre entreprise, votre organisation, c'est pas transposable. Et derrière, l'action va arriver automatiquement. C'est pas le système d'alerte qui va vous prendre l'action à votre place, mais qui va vous donner tout un ensemble d'éléments, de facteurs pour prendre une décision adaptée, pourquoi pas à un moment donné, sur 4 heures, débrancher ce système ou ce site web, parce que tout aujourd'hui dit, peut-être que vous allez recevoir une alerte de l'ANSSI, peut-être qu'il y a une attaque en ce moment même sur un système d'un confrère qui a exactement les mêmes caractéristiques que vous, eh bien peut-être qu'il faut le mettre hors ligne,
c'est pour 2 heures, 4 heures, histoire de colmater la brèche si elle est colmatable. Donc, en fait, l'aspect sécuritaire, on va dire, et l'aspect, je dirais, intelligent, ça va être de réduire sa surface d'attaque. Alors, il y a une initiative qui est très intéressante qui est faite par l'INL, donc c'est le Idaho Nuclear Laboratory, je crois, je ne suis pas tout à fait sûr, donc c'est aux États-Unis, Idaho, ils sont spécialisés dans tout ce qui est nucléaire, et ils ont aujourd'hui une méthode qui est très proche de celle-ci. Évidemment, l'identification des risques, ça existe aussi avec la méthode IBIOS que vous connaissez peut-être, mais eux vont aller plus loin que ça en disant, de toute façon, le digital, on va essayer sur ces systèmes qui sont critiques d'éliminer au maximum la menace et potentiellement de voir si on ne peut pas passer par autre chose que du numérique. Alors dans certains cas, je ne vois pas bien comment, mais ils travaillent en ce moment là-dessus. C'est une initiative assez intéressante à suivre. Alors évidemment, ce travail, je dirais, de veille va vous servir à en fait cartographier la menace. L'objectif, c'est celui-ci, c'est de regarder, particulièrement avec des solutions de fouille d'informations, vous allez compléter votre vision qui va être construite à l'aide de spécialistes internes. Vous allez avoir des liens, pourquoi pas, évidemment, avec l'ANSSI. Vous avez des abonnements peut-être de sûreté, des clubs de sûreté, comme le CLUSIF à Paris, qui est très très compétent, et je trouve qu'en France, on est plutôt compétent dans le domaine. Voilà, ce type d'outils et de solutions va vous permettre de regarder un peu partout sur le web profond, d'avoir une idée en fait de la menace et de pouvoir la recenser, de la cartographier, d'être alerté quasiment en temps réel. Et en tout cas chez XO, chez Sensor, on va prôner cette notion de priorisation des risques pour ne pas avoir à collecter de l'information sur tout, parce que finalement, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc il va falloir à un moment donné choisir comment on va organiser ce système d'alerte intelligent, réactif, qui va permettre une meilleure analyse et une meilleure anticipation. Alors, autrement dit, vous allez pouvoir aussi, et c'est ce qui peut arriver dans les cellules de sûreté informatique et de sécurité informatique, de temps en temps avoir des questions et des recherches ad hoc. Voilà, je viens de recevoir un coup de fil d'un confrère qui me dit, voilà, on est attaqué sur tel système. Bon, on va regarder, on va faire des recherches, on va analyser. Qu'est-ce que l'on a nous aussi dans notre système? Est-ce qu'on peut regarder ce qui s'est dit en français, en anglais, en chinois, pourquoi pas en espagnol aussi, puisque là justement il y a eu une alerte il n'y a pas très longtemps sur l'Argentine avec des coupures électriques par exemple non répertoriées. Donc c'est de vous faire cette idée sur ce qui pour vous est le plus important et le plus critique pour pouvoir avancer et avoir une réponse rapide. Évidemment, il reste, là on reste au niveau des systèmes et je crois que la sensibilisation aujourd'hui, et il y a des efforts qui sont faits, il y en aura d'autres qui vont être faits dans le futur, mais la sensibilisation des collaborateurs, je vous rappelle l'étude, Ernst & Young, 78% des attaques vont provenir d'une faille humaine, soit par hameçonnage ou ce genre de choses. C'est ce qu'ils pensent. Dans la réalité, on n'est pas loin de ces chiffres-là. Donc, apprendre aux personnes à reconnaître un mail frauduleux, c'est pas très très compliqué, et je pense que ça peut sauver, alors je vais pas dire sauver des vies, mais ça peut sauver en tout cas du budget et peut-être des efforts et potentiellement la société, parce que quelque part une attaque, Jérôme, aujourd'hui ça peut coûter très très cher. Ça peut coûter très très cher, et puis
ça, comme on le disait tout à l'heure, ça dépasse largement le cadre de tel ou tel service ou de tel ou tel dispositif technique. Les équipes sont impactées, le patrimoine émotionnel de l'entreprise est impacté, le dirigeant lui-même se retrouve dans l'œil du cyclone, et il faut être capable de pouvoir appréhender aussi cette réalité-là. Et ça, c'est un travail que nous menons régulièrement nous-mêmes. XO donc a ce travail essentiel et fondamental de caractériser le niveau de menace. Et nous sommes convaincus que c'est l'ensemble de l'organisation qui doit être configuré, ensuite formé par rapport à ces menaces qui ont été identifiées, ce niveau d'exposition. Moi, je dirais, parce que je crois qu'on va pouvoir passer peut-être à quelques échanges, mais en conclusion rapide, et puis Louis-Marc dira sans doute un mot, c'est que pour nous, ce renforcement contre les nouvelles menaces, contre les agressions volontaires, c'est aussi un levier de productivité et de croissance pour les organisations, parce qu'on va apprendre à mieux travailler, à mieux fonctionner, à optimiser les potentiels dont on dispose, dont on se sert. C'est une façon de se différencier aussi vis-à-vis de ses clients. On peut apporter des garanties et qui seront maintenant, je crois, de plus en plus appréciées par rapport à préoccupations que peuvent avoir les clients sur la protection de leurs données, sur la protection de leur propre savoir-faire, etc. Et puis enfin, je crois que c'est une façon de renforcer la communauté des acteurs de toute l'entreprise. Une entreprise prospère est une entreprise aujourd'hui en sûreté. En tout cas, nous en sommes absolument convaincus. Oui, tout à fait. Et, je dirais que d'une manière globale, même si la menace est élevée, et on peut le vérifier tous les jours, en tout cas, nous on le voit vis-à-vis de nos alertes et pour certains de nos clients, on sent que la prise de conscience globalement est faite. Il y a encore quelques, je dirais, irréductibles malheureusement, mais on sent que les choses vont dans le bon sens. Il reste encore quelques questions. J'aime bien la question sur les assureurs. Quel contrat par exemple, vous êtes sans doute au courant que la ville de Baltimore, encore une fois, s'est fait attaquer il n'y a pas très longtemps, il y a un mois. Eh bien, il se trouve que leur contrat d'assurance ne couvre pas du tout ces problèmes-là, ces risques-là. Et donc, la conséquence, c'est évidemment les gens qui vont payer pour ça. Donc c'est un peu compliqué, mais ça fait partie, je dirais, de toute la chaîne qu'il faut regarder. C'est pas uniquement aussi de la sensibilisation et la partie technique, c'est par la suite après comment on sort et comment aussi on peut être assuré. Voilà, je pense qu'on peut passer à la partie échange, questions. Il est 14h47, la montre atomique, donc si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. Merci Louis-Marc. Oui, nous allons effectivement prendre une quinzaine de minutes pour répondre et échanger avec les participants. Donc n'hésitez pas, nous attendons vos questions. Par contre, Louis-Marc, vous vouliez poser quelques questions vous-même aux participants. Vous vouliez lancer un sondage. Je vous propose de le lancer maintenant. Oui. Je vais lancer le premier. Oui. Normalement, le sondage s'affiche sur votre écran. Donc, tous les participants, je vous invite à y répondre. Je vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas, Louis-Marc, Jérôme, si vous souhaitez commenter vos questions. Alors... Oui, en fait, on est en train d'afficher les questions, mais je crois que ce qui est vraiment déterminant dans cette réflexion, c'est que on est amené à conduire ses propres activités d'une autre manière. Je pense que on a jusqu'à présent connu une séparation entre la vie professionnelle, une vie plus privée, et on va dire que c'était la règle, c'est-à-dire que la vie privée était quelque chose de général, et puis la vie publique, la vie professionnelle était l'exception, et nous sommes, en tout cas dans les états de droit, la vie privée est protégée. Mais je pense que c'est ce nouveau paradigme dont nous parlions tout à l'heure, nous montre qu'on est en train d'assister à une véritable inversion. C'est-à-dire qu'au fond, de vie privée, il n'y en a plus beaucoup. On sait que maintenant, simplement avec le téléphone et une carte bancaire, on peut retracer notre itinéraire à la demi-heure près, 24 heures sur 24.
voire retracer nos activités. Et c'est la vie publique qui devient le cas général. C'est vraiment la vie privée qui devient l'exception. Et je pense que cette réflexion-là, elle doit aussi exister dans nos entreprises. C'est savoir comment on va créer des espaces de souveraineté, des espaces où chacun va pouvoir protéger ses propres activités par rapport à une exposition permanente qui peut parfois être très délicate. Alors, je crois qu'on a déjà, bien sûr, quelques questions qui sont en train d'apparaître. Oui, je mets fin au sondage. J'ai lancé le deuxième sondage dans la foulée. Donc, j'y mets fin. Nous discuterons peut-être ensuite des résultats. Je vais regarder tout de suite les questions des participants. Effectivement, nous avons de nombreuses questions. Je vais commencer avec la première. Alors, se protéger, oui, mais est-ce que ce n'est pas finalement hors de portée des PME? Alors, je vais commencer. C'est une vraie question. Et je crois que je l'ai souligné tout à l'heure parce que en disant que s'il fallait se protéger de tout, le chiffre d'affaires de l'entreprise n'y suffirait probablement pas lui-même. D'abord, la protection, il faut faire ce travail d'exposition. Tout le monde n'a pas à se protéger des menaces que vont rencontrer certains opérateurs. Même si, comme je l'ai dit, on peut avoir des attaques à très grande échelle et qui vont toucher des entreprises alors qu'elles ne sont pas ciblées. Donc je crois que l'entreprise, même la PME, elle doit faire ce premier travail, et ça, à notre sens, c'est un travail d'accompagnement qui doit précéder toute étape de mise en œuvre. Mais c'est de faire son audit de vulnérabilité et la définition de son cœur de valeur. Hein. Nous, on est tout à fait convaincus de cette approche par la valeur. Et puis très vite derrière, et c'est pour ça qu'on travaille en partenariat très étroit avec IXO, eh bien c'est véritablement de faire ce premier balayage de l'empreinte de l'entreprise sur l'empreinte numérique, de l'empreinte sur le web. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on voit de l'entreprise, et bien souvent, même pour des PME, même pour des petites structures, on a des grandes surprises. On retrouve des documents qui ne devraient pas s'y trouver, on retrouve des informations sur l'activité même de l'entreprise, et on ne pensait pas en avoir dit autant. Déjà, quand on a fait ça, on a fait un grand pas en avant. Exactement. Et puis après, je vais laisser Louis-Marc approfondir cet aspect, mais après, il y a toute la dimension de formation du dirigeant et de ses collaborateurs pour savoir mais qu'est-ce qu'on en fait de cette information. Mais Louis-Marc, sur cette anticipation, c'est le nerf de la guerre, c'est le cœur du problème. Oui, ben, tu as bien résumé, Jérôme, comment on peut répondre à ces menaces, et en tout cas pour les PME, parce qu'effectivement, il faut arriver à cibler un budget cohérent. Après, il y a des règles aussi hygiéniques basiques, sachant qu'aujourd'hui, vous avez des exemples là-dessus sur Internet qui sont assez confondants de crack online. Les gens s'approchent, ont un PC, sniffent un peu le réseau sur une caméra, arrivent à finalement identifier la marque de la caméra sans y accéder, physiquement, sans la voir, et à partir de là vont faire une attaque brute force mot de passe sur cette caméra. En gros, je vais passer de tous les systèmes de mots de passe les plus simples et les plus usités par les constructeurs, et vont arriver à rentrer sur cette webcam et donc la faire regarder où ils veulent, et pourquoi pas essayer via son réseau, puisqu'elle est soit en Wi-Fi, soit en Ethernet, rebondir sur un autre réseau. Donc il y a des choses très très simples à mettre en place en termes correctifs. Un audit va permettre en général de mettre en valeur ces problématiques-là. Après, c'est une question de responsabilité et de culture interne, et là on va peut-être toucher à des choses qui sont en train de changer. Puisque la notion de bien commun, l'entreprise, je vais prendre je ne vais pas prendre l'exemple en particulier, mais il y a des entreprises qui sont assez paternalistes, et en fait, qui l'ont été, et qui sont en train de changer de modèle, ou qui ont changé de modèle carrément, et du coup, cette notion de bien commun n'apparaît plus comme importante, et donc le salarié ne se sent plus impliqué de la même manière, et c'est là que peut arriver ce petit accident où je mets une clé USB. Bon, bientôt, a priori, il n'y aura peut-être plus de clé USB pour les portables et ce genre de choses. Mais voilà, cette notion de l'humain, c'est quand même au cœur aujourd'hui des problématiques. On regarde souvent les systèmes,
eh bien, regardons ces systèmes avec un audit, anticipons avec des systèmes de veille, mais regardons aussi cette partie de l'ingénierie sociale et donc des personnes dans les entreprises. Alors, donc au final, pour une PME, c'est abordable si on s'y prend correctement. Nous avons pas mal de questions. Participants qui nous demandent si vous connaissez des attaques qui ont eu un impact sur des systèmes industriels manufacturiers. Et est-ce qu'ils ont pu mettre en défaut des fonctions de sécurité du système, par exemple? Alors, sur les industries, d'une manière en général, je dirais oui. Alors, quand vous dites manufacturier, il faudrait peut-être un peu, je dirais, pousser parce que le manufacturier c'est relativement large, donc que ce soit dans une industrie ou autre. Je vais prendre l'exemple de Renault, tout simplement, avec le verre NotPetya. Alors c'était un peu, enfin NotPetya WannaCry, il me semble, qui est un dérivé. Donc c'est un des exemples les plus criants. Je réfléchis en même temps que je parle. Alors, peut-être Jérôme là-dessus. Oui, il a été médiatisé, alors, enfin, de façon assez parcimonieuse, mais enfin, on peut en parler. Mais l'année dernière, à cette époque, à quelques semaines près, on a un grand opérateur historiquement fabricant de verre et puis qui s'est diversifié dans beaucoup de domaines, mais Saint-Gobain pour pas le nommer, qui a été attaqué par NotPetya, manifestement qui faisait partie de cibles non prioritaires de l'attaque. Voilà, son dirigeant en parle encore avec beaucoup d'émotion quand il a vu le niveau de sophistication ça n'a pas été dit comme ça, mais il sait qu'aujourd'hui, son entreprise est extrêmement vulnérable et je pense que cette prise de conscience, elle est parfois très douloureuse. Donc, les systèmes industriels, oui, ils peuvent être ciblés. Dans le cas de Saint-Gobain, c'est l'ensemble du système d'information qui est tombé. Il n'y avait plus de compta, il n'y avait plus de base de données clients. Donc, il y a eu trois semaines de chômage technique, si ma mémoire est bonne, et 230 millions de pertes d'exploitation sur l'exercice de 2018. Donc les dégâts sont considérables. C'est ce qu'on disait tout à l'heure entre la sophistication des agressions et l'ampleur, le gigantisme des attaques. Je crois qu'une des plus récentes et qui a fait un peu parler d'elle récemment, c'était Norsk Hydro aussi, qui s'est fait attaquer en début d'année. Donc on peut Norsk Hydro, qui sont spécialisés dans la production, le raffinage et tout ce qui est recyclage de produits aluminium. Donc voilà, ça a été on va dire une belle référence. On peut parler comme ça. On espère avoir répondu à votre question. Peut-être une autre question Je passe à une autre question. Comment est-ce qu'on fait pour se projeter vers une technologie supérieure, finalement, comme ce qui est fait chez Thales, par exemple? Comment on fait pour se projeter vers la technologie supérieure? Vers une technologie supérieure, comme ce qui est fait chez Thales. De façon générale ou par rapport aux enjeux de sûreté? Alors, Thales, il faudrait être un peu plus spécifique parce que Thales, il y a plusieurs industries. Ils répondent à la fois à tout ce qui est marin. J'invite le participant qui a posé cette question à préciser sa question. Ouais. Et en attendant, on va passer à une autre question. C'est un coût. De toute façon, si on veut changer de paradigme à un moment en termes de technologie, il y a un coût de recherche, évidemment, lorsqu'on veut changer peut-être, pourquoi pas, les fréquences de discussion entre deux objets. Et peut-être pas passer par du standard, mais passer, parce qu'aujourd'hui le Bluetooth c'est bien les standards, mais le problème c'est qu'ils sont standards, qu'ils sont lisibles, visibles, ils sont aussi évidemment, on peut se protéger, on peut les protéger, on peut les sécuriser, mais si on veut changer de technologie, effectivement il y a un coût de recherche. Alors après ce coût de recherche on peut le partager avec des confrères. Mais je suis pas sûr d'avoir répondu à la question, je suis pas sûr qu'on l'ait bien comprise.
Donc, comme je disais, on va laisser le participant préciser sa question. En attendant, je vais poser une autre question. Comment avoir 5 ans d'avance par rapport aux cyberattaques actuelles? Ah, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion? L'évaluation qui est faite, c'est qu'il n'y a pas d'organisation, État, entreprise, réseau criminel, qui soit capable aujourd'hui de faire en 5 ans le saut technologique d'un coup. Ça nécessite de l'argent, ça nécessite des équipes, etc., des outils. En revanche, on peut imaginer, ce sont les experts du secteur qui le disent, on peut imaginer qu'en dessous de 3 ans, on se trouve peut-être à portée d'un coup de chance en matière de innovation, en matière d'algorithmes, de conception d'un système sophistiqué, et qui ferait qu'on pourrait franchir les barrières des systèmes de protection actuels du Flight Management System. Donc la question n'est pas tant de garder en permanence 5 ans d'avance, mais d'être suffisamment protégé pour que le coût de l'attaque soit trop élevé. Et je crois que c'est bien ce rapport qui doit être fait entre ce que je dois protéger, mon cœur de valeur, et en quelque sorte le temps que je vais devoir donner ou que va devoir mettre celui qui m'attaquera pour atteindre, pour s'accaparer ou en tout cas neutraliser mon cœur de valeur. Et je crois que c'est ça la réflexion qu'il faut avoir. C'est pas dire, à mon sens, avoir de façon arbitraire parce que les meilleurs ont 5 ans d'avance, donc je vais avoir 5 ans d'avance. Ouais. C'est ce rapport entre ce que l'on doit protéger et le temps qu'on va devoir donner, parce que tout est craquable, tout peut être attaqué, mais sous un certain coût, sous une certaine organisation, etc. Ouais, entièrement d'accord. Les 5 ans proposés par les deux constructeurs leaders, Airbus et Boeing, sont aujourd'hui, je pense, relativement inatteignables parce qu'ils ont des, je ne veux pas dire des budgets limités, mais ils ont aussi des budgets, des ressources que n'ont pas, pourquoi pas des PME et même de belles PME ou de grandes entreprises. Donc, on va mettre du temps entre l'attaquant, les vecteurs d'attaque et le système en lui-même. Voilà, ça c'est une clé, essayer de mettre cette distance, mais on va la chiffrer en temps. Et voilà, aujourd'hui, les criminels et les organisations sont à la recherche d'efficacité aussi. Donc, si pour un vol de données, le coût est supérieur à une ingénierie de, je sais pas, 1 million d'euros, ça vaut peut-être pas le coup de le faire. Ou alors de lever peut-être un peu plus de fonds auprès des commanditaires pour être un peu plus confortable. Donc c'est ça aujourd'hui, si on pense qu'on est sur un business sensible, bah, c'est de dire il faut que ça coûte le plus cher possible pour que ça soit le plus long. Mais si vous faites ça et que vous le faites dans les systèmes et que derrière, je dirais, l'ingénierie sociale n'est pas mise en œuvre non plus, et qu'au final, quelqu'un qui va venir avec une clé USB sur un serveur parce qu'il pense qu'il fait bien une sauvegarde, ce genre de choses, peut mettre, la personne, croyant bien faire, peut mettre tous les défis par terre. Donc, sur des systèmes sensibles, sur des OIV, ce genre de choses, il faut que la chaîne complète soit traitée. Sinon, demain, vous aurez encore des fourmis si vous n'avez pas éliminé la fourmilière, quoi. Enfin, si c'est pas vu d'une manière globale. Après, il faut voir aussi le niveau de menace. Par exemple, quand on est sur le coup de ransomware ou de ce genre de choses, on sait très bien qu'on peut payer. Bon, il faut pas payer a priori, mais on peut payer, les machines seront libérées, ok, on continue. Par contre, après, derrière, on met de la sécurité en place et ça n'arrivera plus. Donc, normalement, on peut se faire prendre une fois, 2 fois ou 3 fois, ça devient inquiétant. Ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose derrière. Si vous êtes sur un business sensible, alors là, qui peut impacter des dizaines de milliers de personnes, des centaines de personnes aussi, là, il faut se poser des questions. Moi, je pense aux aéroports, je pense aux hôpitaux, mais je pense aussi à des industries qui, demain, si elles ne sont plus là, en début d'année, Altran a subi une attaque gravissime qui, aujourd'hui, les met en difficulté. Altran, c'est quand même une société qui est présente dans plusieurs industries.
Il y a eu des attaques récemment aussi de sociétés de conseil indiennes présentes aux États-Unis. C'est très récent ça. Et alors justement, derrière ces clients de cette société de services indienne, il y a de grandes industries manufacturières, hein, d'ailleurs, des États-Unis. Donc là, l'impact, il est sans précédent. Hein. Rappelez-vous, il y a 2 ou 3 ans, Deloitte aussi avait eu un problème avec un serveur d'email. Là, le webinaire touche à sa fin. Je vous propose de prendre une dernière question. On a un participant qui vient certainement qui nous écoute certainement depuis le Canada, qui nous demande depuis le Canada, Québec, comment réguler la cybersécurité en milieu de travail en matière de véhicules autonomes. Alors, il y a tout un ensemble de normes là-dessus. Je pense que j'avais une question auparavant. Je pense que vous m'avez contacté. Je pense à la personne là. Donc, il y a tout un ensemble de normes. Donc là, effectivement, si on est en circuit fermé, déjà, c'est un peu intéressant puisque la protection, finalement, est naturelle. On va se retrouver en milieu confiné, hein, souterrain, avec des véhicules industriels autonomes qui existent hein, depuis déjà quelques dizaines d'années. Alors que justement, petite parenthèse, hein, quand on parlait de véhicules autonomes tout à l'heure, Jérôme et moi, on parlait d'automobile pour le lambda, pour vous et nous. On ne parlait pas de système industriel, les robots existent depuis pas mal de temps. Donc il y a des groupes de travail là-dessus. Évidemment, il y a des recommandations qui ont été émises. Et là aussi, moi, je reste persuadé que la notion de business impact, hein, on va raisonner en impact business, qu'est-ce qui aujourd'hui peut me poser problème en imaginant des scénarios potentiellement, évidemment fictifs, c'est un scénario, mais qui peuvent être hallucinants, auxquels vous dites non mais ça c'est pas possible. Eh bien d'accord, c'est peut-être pas possible, mais ça peut arriver. Voilà. C'est souvent quand on commence à raisonner en disant mais non mais ça c'est pas possible parce qu'il faudrait que la personne ait accès à ce système pour faire ça, et ça aujourd'hui on peut pas. Mais est-ce qu'on en est sûr? Donc moi je dirais pour tester le système, de pratiquer évidemment un audit, mais quasiment aller sur du hack éthique pour voir s'il est possible de faire quelque chose sur ce système. Mais on pourra revenir là-dessus en off, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur cette partie-là. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous nos participants d'avoir suivi cette présentation qui a été consacrée à la cybermalveillance. À tous, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver, j'ai eu plusieurs fois cette question, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver ce webinaire en replay d'ici quelques jours sur le site de Technique de l'ingénieur dans l'espace actualité. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup.